Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. Le soleil s'en vient de plus en plus. Hier, on était en tournée un petit peu dans le canton de l'Est. On est allé voir quelques brasseries. Puis on est allé voir nos amis à Tribec pour voir qu'est-ce qui s'en vient dans la distillerie, tout ça. On n'a pas eu le temps d'aller voir un gala, mais on a drapé des magazines. Ils sont bien hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient. Bien sûr, merci à tout le monde de s'abonner à Les Affaires Brassicole. Comme vous savez, on est de plus en plus d'abonnés. De plus en plus d'abonnés à la section pro, c'est ce qui nous aide beaucoup parce que nous, comme vous savez, on veut ça de Facebook, puis de plus en plus, on peut le faire. De plus en plus, notre lectorat vient de LinkedIn. On est bien content de ça. Puis comme vous savez, on a notre infolette Baron Pro, on a notre infolette dans LinkedIn, puis notre infolette aussi, le B2C, qu'on fait une fois par mois pour parler des événements qui s'en viennent, tout ça. Ça, merci beaucoup à tout le monde. Puis bien sûr, comme vous savez, c'est l'été. Puis je suis content aujourd'hui de faire une entrevue avec une gang. Ça fait longtemps que je voulais les avoir avec moi parce que c'est rare. Ça se fait pas souvent au Québec. La Romerie des Grands Charbons qui est à Trois-Rivières. Je suis un fan de rhum. Ça vient de ma famille. On aime ça, ils drink depuis longtemps avec ça. Chaque fois que ma famille va au Panama, ils amènent des bouteilles. Chaque fois qu'ils vont en Colombie, ils amènent des bouteilles. Puis ça vient de partout. Ça, je suis content. Puis, il vient de lancer, il n'y a pas longtemps, un petit rhum qui s'appelle le rhum de Petit Pirate, rhum coco aussi. Puis ça fait penser vraiment le look des années 50, à 70, excuse-moi. Tu sais, le petit côté bossa nova, tout ça. J'avais envie de parler avec eux autres, puis enfin, je peux pas savoir qu'est-ce qu'ils font les autres. Aujourd'hui, on parle avec Jonathan Couturière, excuse-moi, puis Yves Dufranc, sur les propriétaires de la romerie. Ils vont nous parler de pourquoi lancer un rhum au Québec. Déjà, c'est quelque chose d'intéressant pour Côte-Rivière. Pourquoi il y a personne qui s'est vraiment mis là-dessus? C'est sûr qu'il y a beaucoup de jobs à l'arrière de ça. Mais en même temps, écoute, on va savoir l'histoire un peu à l'arrière de ça. Si vous avez des questions, comme toujours, leonardo@baronmag.com. Puis je pense que la façon qu'on s'en vient avec les podcasts, on s'en vient à 500 là, vraiment pas long. Ce balado est commandité par Can Management. Si vous avez besoin de canettes, Silver ou du canage mobile, Can Management. Puis si vous avez besoin des kegs, bien sûr, kegs pour l'été, à short time, ou des kegs en location pour 2, 3, 5 ans, Keg Management. Ça, comme je disais, on a ici aujourd'hui M. Jonathan et Yves. Comment ça va? Hey, salut Leonardo, ça va très bien. Bien, excellent. Écoute, comme je disais au début de l'intro, je suis un fan de rhum depuis des années. C'est mon côté latino qui est là-dessus au bout. Puis, quand j'ai vu dans les courriels, puis que du monde m'a envoyé des courriels là-dessus, puis des messages qu'il y a une compagnie de rhum qui s'en vient au Québec, qui est vraiment dédiée au rhum. C'est pas seulement une compagnie qui fait du rhum à côté, qui est dédiée au rhum. Je voulais vraiment parler avec vous autres, puis comprendre un petit peu votre histoire. Ça, je sais pas qui veut parler de ça, mais avant de parler de la stratégie, le marketing, puis qu'est-ce qui s'en vient avec vous autres, il faut nous parler un petit peu d'où vient l'idée d'une rhumerie. Ben, Leonardo, moi j'ai été dans l'industrie auparavant. J'ai eu une distillerie, là, distillerie Mariana. On était diversifiés, c'est-à-dire qu'on produisait différents types de spiritueux. On avait évidemment une grande tendance gin à l'époque, qui était comme à un sommet ou un quasi-sommet. Puis je regardais un peu ce qui s'en venait, puis je voyais le rhum qui avait toujours été en progression, puis que malgré que le rhum lui explosait pas, lui il montait tout le temps tranquillement, un peu organiquement, c'est-à-dire qu'il était constant dans son augmentation, fait qu'il y avait quand même une base forte de consommateurs. Puis je me disais, ben c'est peut-être une tendance qui va moins s'essouffler, mais qui va peut-être même rattraper les autres types de spiritueux. Les Québécois sont habitués au rhum parce que ils vont dans le sud, ils sont pas enfermés au Québec. C'est une tradition aussi qu'on a aussi, parce qu'on a même déjà eu des rhumeries ici au Québec. On avait des colonies françaises quand on était français ou même anglais. On avait des colonies, puis on importait de la mélasse, entre autres, puis on la transformait directement ici au Québec. Fait que c'est quelque chose qui est resté dans notre histoire. Puis nous, on s'est dit, on va se cantonner dans un seul produit. Ça va nous éviter de s'éparpiller, puis on va avoir un message plus unique, là. C'est-à-dire, nous, on fait du rhum. OK. Il y a vraiment un beau storytelling à faire avec ça. Tu sais, comme Joe disait, il y a une histoire en arrière de ça. Nous, le but, c'était ça aussi. Le but recherché, c'était vraiment se cantonner, devenir un peu sans dire les pionniers, mais
vraiment devenir la référence dans ce type de spiritueux-là. Fait que OK. c'est de là qu'est né le modèle d'affaires. Puis comme Jonathan disait, il y a une belle progression des ventes dans ce type de spiritueux-là. Puis ben, il y aurait juste à développer un storytelling au travers de ça. Puis ça va y aller comme ça. Oui, parce que vous avez raison, ça, c'est le marché du rhum à l'international, c'est vraiment de 19 milliards de dollars, je pense, en 2019, selon les chiffres qui existent. Hein. Puis c'est vrai que c'est un produit qu'on voit souvent maintenant, plus en prêt-à-boire, je vois de plus en plus. C'est comme le Bacardi qui sort des drinks, puis il y a le Kraken qui sort des drinks, il y a même Bacardi Coca-Cola qui sort des drinks. Tu sais. Et vous autres, vous restez très dans le traditionnel, c'est lancer des bouteilles, vous autres. Puis, Ouais. dans quel moment vous avez décidé de lancer des bouteilles et pourquoi se lancer dans ce marché-là qui est vraiment difficile parce que, comme vous savez, les Bacardi de ce monde, la gang de Kraken, tout ce monde-là, c'est du monde qui ont beaucoup d'argent, eux autres, en arrière de ça. Tu sais. Vous devenez indépendant ici. C'est votre stratégie ou vous autres, c'est une stratégie plutôt stratégie on crée notre propre bar et on se développe tranquillement, comme tu dis, organiquement, ou c'est une stratégie on veut vraiment conquérir le marché du rhum, quand tu dis qu'on fait le monde font des Coca-Cola Rum, tout ça, c'est quoi la stratégie en arrière de ça? Ben, au départ, je vais être bien honnête dans mon propos. Nous, on a essayé les rhums arrangés, en fait, qui était un segment très, très niché qu'on avait vu en France, qui a un gros engouement en France. C'est 25% des rhums bu en France, OK. c'est des rhums arrangés. Puis la catégorie rhum en France est énorme, en fait, c'est très gros. Elle vient de supplanter whisky, donc c'est une grosse part de marché. On s'était dit, ben, il y a peut-être quelque chose au Québec. Là, on remarque que ça marche pas tout à fait. Donc, on ressent notre modèle d'affaires. Puis on a vu que, ben, tu sais, évidemment, il y a un contexte économique qui est difficile. On se le cachera pas. On s'est dit, nous autres, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de faire un modèle d'affaires où les produits sont bon marché. Nos marges sont faibles, mais par contre, le consommateur peut se le payer. Puis le consommateur, à ce moment-là, on vise autant les jeunes que les plus âgés, parce que dans leur budget, ça fait. Fait que on essaie idéalement de se positionner premier prix, mais c'est quand même difficile. Ça, c'est-à-dire qu'on est le prix le moins cher sur une tablette de SAQ, exemple. Mais on veut s'approcher de ça par contre, là. Fait que notre stratégie, c'est vraiment de se mettre tout de suite en bas. C'est une stratégie de prix et une stratégie de visuel aussi, là. OK, c'est comme ça que vous avez fait un peu comme le 3 île Coca Vanilla, parce qu'il y a un côté très de vacances, puis Roman Coco, c'est très vacances aussi. Puis c'est C'est ça. vraiment 41 c'est pas cher, puis 37,50 c'est vraiment pas cher. Mais bien Ben, sûr, je te dirais qu'en réalité, Rhum Coco est 37 $. Il va baisser bientôt. Puis Petit Pirate qui est 30 $. Puis là, tous les prochains produits qu'on va sortir vont être sous 30 $, en dessous de 30 $. à ce point-là, qu'est-ce que vous allez faire du volume, vous autres, ou c'est vraiment. Ouais, c'est ça. C'est vraiment là qu'on s'en va. On va avoir un beau produit, un beau brand puis un bon prix. Et c'est sûr, comme on se dit, il faut être capable dans cette industrie-là de se revirer sur un discerne, là. Quand il y a un produit qui fonctionne pas, on voit que ça lève pas tant, ben, faut arrêter de s'acharner puis on se dirige vers autre chose. On s'est adapté à ça. Tu sais, on a la chance de ne pas avoir trop de dettes, donc ça nous permet d'avoir des plus faibles marges sur les produits. Puis, si le client est au rendez-vous, puis on a l'adhésion des gens à nos produits, ben la stratégie de volume va fonctionner à ce moment-là. Puis, ça, c'est le temps qui va nous le dire. Fait que, ouais, c'est vraiment ça. On y va vraiment sur une stratégie de volume, là. OK, OK, OK. Est-ce que c'est plus une stratégie de B2B ou B2C, vous autres, que c'est plus le côté chez le monde dans les bars, tout ça? Ben, ça serait le consommateur, mais je te dirais qu'on a des prix bas, pareil, là, tu sais, comme exemple, Petit Pirate, Ouais. tu sais, à 30 et 75, tu sais, on peut facilement convaincre un bar de dire, tu fais des drinks avec ça, surtout que c'est extrêmement versatile, c'est fait pour faire des drinks, là. C'est beau, en plus. Ça goûte l'ananas puis le gingembre. Fait que ça va dans tout. Tu sais, tu peux mettre 2 onces dans du cola puis vendre ça pas trop cher, tu sais. Fait que moi, je suis un gars de premier prix. Je pense que des fois dans la vie, c'est pas parce que c'est moins cher que c'est pas bon ou moins Mhm. bon. C'est qu'il y en a des compagnies que c'est un choix qui se positionne comme ça. Ça fait en sorte qu'il faut qu'ils travaillent un peu plus fort, c'est-à-dire créer plus de bouteilles. Mais en même temps, si tu as des processus, puis tu as l'automatisation, puis des façons de travailler,
c'est possible. Fait que là, on commence cette phase-là. C'est une décision qu'on a prise il y a environ 6 mois, puis on commence à rentrer dedans là, avec la lancée de Petits Pirates à Noël. Mhm. Ça a tellement bien marché qu'on a manqué de bouteilles, mais là, on n'en manquera pas à l'avenir. Puis on y va avec Rhum Cannelle aussi qui s'en vient. Là. La SAQ nous a fait une commande. Fait que de quand même presque 4000 bouteilles. Fait Quand qu'on même. va pouvoir tester le marché avec ce premier lot-là. Mais Puis il n'y a personne, en fait, qui est allé là-dedans vraiment, tu sais, au Québec, là, dans les distilleries. ouais. Il y a personne qui a osé aller là, tu sais, parce qu'il tu sais, il y a un enjeu aussi avec la SAQ. Tu sais, faut avoir du budget, tu sais, pour justement faire promouvoir les produits. Ouais. Ce que nous, on n'aura pas nécessairement. Fait que c'est quand même un pari un peu risqué, mais en même temps, non, parce qu'on voit qu'il y a de l'adhésion des succursales présentement à la rentrée. Donc, il y a un pool vraiment qui est là. Tu sais, on n'a pas besoin de pousser le produit. Fait que, tu sais, si ça continue comme ça devrait bien aller. Et la production est faite chez vous, dans vos usines, ou vous faites du Ouais. co-packaging? Ouais, effectivement, on a notre propre usine d'embouteillage, fait qu'on fait des blends. En fait, le rhum est acheté en vrac. OK. C'est tout le même rhum qu'on utilise pour l'ensemble de nos produits, fait qu'il n'y a pas de différence là-dedans. C'est un 2 ans, en fait, qui va être utilisé aussi comme un rhum 2 ans, fait qu'on s'en vient avec Petit Pirate 2 ans. Ça, c'est un rhum brun ambré, là, vieilli, bien standard, là, un genre de Bacardi Gold, en quelque sorte, pour mettre un nom là-dessus, qui va être encore une fois abordable, là. C'est 31,50 de mémoire qui arrive. Fait que ce rhum-là va être notre rhum emblématique, puis il va se décliner en blanc, puis on a déjà notre spice, là. OK, OK. C'est comme vous savez, vous venez de l'école de Mariana, vous venez dans cette école-là, vous autres. Je pense que Trois-Rivières devient de plus en plus un coin où il y a beaucoup tu sais, il y a Wabasso dans le coin, il y a vous autres, il y a, Ouais. tu sais, il y a plein de monde. Mariana vient d'ouvrir une grosse usine. Qu'est-ce qui se passe dans votre coin? Est-ce que vous êtes tous des Soulons de fort? Qu'est-ce qui se passe, là? Est-ce qu'il y a d'autres qui s'en viennent? C'est dans nos gènes trifluviens, mais en même temps, Joe vient de la Gaspésie. Fait que Ouais. c'est pas tant ça. Je pense que c'est une belle ville, en fait, Trois-Rivières. On est bien positionné. Ouais. Tu sais, on est proche de Québec, proche de Montréal. Fait que, tu sais, les gens viennent nous voir. Tu sais, Ouais. c'est bien pour ça, On, Trois-Rivières. on Mais aurait pu Trois-Rivières, en s'attendre plus, à plus vous avez les de. bateaux qui s'en viennent, tout le kit. Ouais. Fait Ben, tout le voile. Ouais. tu ris, mais nous, on distille pas, mais le port de Trois-Rivières est le port qui réceptionne la mélasse. En fait, le plus gros, il réceptionne la mélasse pour toute l'Amérique du Nord, là, en réalité. Cette mélasse-là est principalement utilisée pour la nourriture animale, là. OK, Mais OK. il y a des tankers de mélasse qui arrivent à Trois-Rivières, en fait, là, qui est dispatché dans toute l'Amérique du Nord par la suite en camion, là. Mais si on voudrait, on pourrait effectivement, on aurait une belle source de mélasse. Sinon, ce que tu dis, ben, moi, je me serais attendu à ce qu'il y ait plus de distilleries qui arrivent de Montréal, en fait, que, tu sais, qu'il y ait plus Ouais, de après, je distilleries pars, qui ouais, ouais. émanent de Montréal. Mais étonnamment, c'est un marché qui est vraiment difficile, Montréal. Montréal, c'est un État, c'est quasiment une province en soi, là, parce que c'est quand même différent de l'ensemble du Québec. Nous, nos ventes sont très faibles à Montréal. Notre plus gros vendeur, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, pour te dire, c'est Ah même ouais? pas Trois-Rivières. Fait que je pense que les distilleries, il y en a beaucoup qui émergent à l'extérieur de Montréal. Nous autres, on est une ville centrale. C'est super pratique là, au niveau du commerce, la réception des choses. En fait, j'ai rien à dire, c'est une ville parfaite. Ça veut dire comme le Venise du Québec, man, un peu. Ouais, c'est comme ouais, on est le cornerstone, on est la pierre angulaire, à côté de Drummond, à côté de Québec, à côté de Montréal. Shawinigan, qui est quand même 80 000 habitants juste en haut de nous. C'est un marché qui est intéressant, les gens sont gentils, on a des super belles ventes aussi dans la région. Fait que non, on peut. Il y a sûrement un contexte favorable, là. Il y a sûrement un contexte favorable pour qu'il y ait 3 distilleries. Ça, je te l'accorde, là. Côté marketing, je vois votre design, tout ça, vous êtes nouveau, c'est sûr. Vous nous parlez un petit peu du côté design qui vous a sorti en allée de ça. C'est simple, c'est beau, on sait dans quoi on s'embarque. Qui a fait le design, puis où vous avez pensé tout ça? Ben, la bouteille, premièrement, la bouteille, on l'a dessinée nous-mêmes, en fait. Fait que carrément, c'est nous autres qui l'a dessinée. Fait que
on s'était dit, on va avoir une bouteille que personne d'autre a. Fait que, Ouais. premièrement, c'est notre bouteille. Elle nous appartient, le moule. On a fait différents. Elle s'appelle Alambic, en fait. Là, c'est ça le nom de notre bouteille qu'on lui a donné. Elle ressemble à un alambic en quelque sorte. Après ça, pour les jeux des couleurs, on s'était dit, ben, on voudrait des produits facilement identifiables. Puis ça s'était jamais fait encore au Québec. Étonnamment, ça existe aux États-Unis, ce concept-là de brand. Toi, tu le sais, Leonardo, que dans les bières, tu sais, Farnham, tu sais, il y en a beaucoup qui l'ont été avec les couleurs, là, tu sais, Ouais. facilement identifiables. Fait qu'on allait sur ce concept-là, mais pour les spiritueux, ce qui n'avait pas été vraiment vu encore au Québec. Puis pour ce qui est des illustrations, on a fait affaire avec Caroline, en fait, Caroline Gonbou-Isabelle, qui est une fille de Super Studio, qui est de Trois-Rivières. Fait que, en fait, les textes, elle est vraiment très bonne. Elle était dans une grosse boîte à Trois-Rivières, puis elle s'est lancée à son compte. Fait que nous autres, ça allait de soi qu'on n'allait pas travailler avec quelqu'un des États-Unis ou d'ailleurs, là. Fait qu'on fait Ah, pour affaire avec. l'instant, ouais, ça. Puis on a analysé aussi tous les petits détails du marketing, les contrastes de couleurs, les règles de base, on les a toutes respectées. Fait que c'est ce qui fait en sorte qu'on a, sur le tout, on a quelque chose qui frappe sa tablette. Puis on le voit par les ventes. C'est ça. La seule petite amélioration qu'on va avoir à notre design branding, en quelque sorte, ou slash packaging, c'est que on arrive avec un bouchon à OPP, là, un vissable, là, un peu comme dans le vin, là. Ouais. C'est moins dispendieux, puis c'est plus le fun pour le consommateur. C'est moins difficile à ouvrir, moins difficile à fermer. C'est tout aussi étanche, puis ça enlève aussi du poids à la bouteille. Donc, au niveau de l'environnement, du transport, la SAQ aime beaucoup qu'on allège le contenant et l'ensemble du contenant. Fait qu'on s'en va vers des bouchons vissables en aluminium, là. Fait qu'on a fait retravailler notre moule. Puis là, on est bientôt à cette étape-là. D'ici 2-3 mois, ça va être du vissable, là. Moi, j'ai une question pour vous autres. Tu sais, avant de commencer l'entrevue avec vous autres, j'ai envoyé des coulées à mes lecteurs pour savoir qu'on aime ça faire nous autres, savoir si c'est des questions, whatever. Puis une question qu'ils m'ont demandé, eux autres, c'est c'est quoi la différence entre, on sait, le design, c'est correct. Tu sais, rhum coco, petit pirate, puis trois îles cacao vanilla, trois îles orange café. Ces deux-là, les derniers, sont vraiment très, les deux premiers, sont vraiment très traditionnels. Vous avez, comme, vous avez les photos avec les singes, on s'en bat, tout le kit, correct. Et là, les autres sont très, comme, disons, pas bande dessinée, mais c'est plus, est-ce que tu vas laisser une clientèle plus jeune? Est-ce que c'est un marketing qui a été fait plus pour comme, est-ce qu'on donne plus une vibe d'été? En fait, c'est ça, étant donné que les arrangés, c'est plus niché, c'est justement où on a gardé l'esprit traditionnel de la chose. Ça rappelle un petit peu justement ce qui se fait dans les Caraïbes, en fait, de rhum arrangé. Ouais. Pour l'autre gamme de produits, c'était d'aller chercher le plus grand nombre, tu sais, autant les, mettons, plus jeunes que, tu sais, c'est des bouteilles de party un peu. Tu sais, ça rappelle un petit peu ça. Puis c'est carrément autre chose, là. C'est pour ça qu'on voulait vraiment distinguer les deux gammes. les deux gammes. Effectivement. Puis, tu sais, tu le sais comme moi que, tu sais, il y a des. Nous, on voulait y aller dans l'iconique, tu sais, quelque chose d'iconique. Fait qu'on enlèverait le nom, puis on mettrait la noix de coco qui est slashée, là, qui est coupée à la machette avec la petite paille piquée dedans, puis probablement que les gens vont pouvoir reconnaître que c'est rhum coco. La même affaire avec notre singe, en fait, qui a les cheveux dans les airs, là. En réalité, c'est comme des flammes, là, comme grand charbon. Si tu enlèves le petit pirate, tu mets juste le petit singe, un jour, en tout cas, je le souhaite, que les gens reconnaissent ce petit singe-là. Ils font, hey, c'est le rhum petit pirate, exemple. Fait qu'on voulait y aller dans l'iconique, qu'on est capable d'enlever le nom, puis que c'est reconnaissable. Fait qu'à ce moment-là, c'est peu de détails, c'est une couleur de bouteille, puis un icône, là, tu sais, essentiellement, c'est ça. Puis dans la vie, c'est Moi, plate, j'avais beaucoup, il y a du monde qui on se avait beaucoup rappelle, aimé, là. beaucoup de monde aimait le côté, puis ils voulaient savoir la question, tu sais. Comme nous autres, Ouais. on voit un t-shirt de Rhum Coco, puis on voit un t-shirt des petits pirates qui s'en viennent, c'est sûr. Ouais, ouais, C'est c'est sûr, sûr. c'est sûr que ça en vient. La question, une fois, j'ai fait une entrevue avec Mariana, un de ex-partenaire chez vous. Puis je me rappelle, elle m'avait dit, Ned, c'est que les bouteilles, c'est quelque chose de difficile dans le marché. Parce que, tu sais, il faut, number one, il faut que tu distingues déjà avec l'école de rhum que vous avez faite avec le singe. Vous avez votre propre bouteille, ça dit que
on voit sur la bouteille, là-dessus, la bouteille est comme ça, tu sais. Il y a rhum Ouais. coco, puis bien sûr, Petit Pirate, c'est un autre morceau, tu sais. Comment on fait pour garder les prix bas, tu sais, je dis, vous avez une stratégie de ça, mais c'est que la montée des prix des bouteilles, des canettes, les prix des produits en soi, tu sais, que ce soit le chocolat que vous avez dans le troisième cacao vanilla là-dessus, ou toutes ces affaires-là, tu sais, comment vous gardez tous ces coûts-là quand vous êtes une petite compagnie, puis vous devez quand même travailler à mettre ça en place pour acheter de la publicité, vous payer, puis toutes ces affaires-là? Pour la question sur la bouteille, c'est quand même assez simple. Le fabricant de bouteilles là, est actionnaire avec nous. Fait que c'est Ah, sûr OK. que ça aide énormément. Donc, étant donné que la bouteille, c'est quand même un gros coût, puis aussi c'est un gros enjeu d'approvisionnement, ça, c'est tout de suite réglé pour nous. Après ça, le contenu, je te dirais que tu sais, on l'a beaucoup travaillé. On s'est rendu plusieurs fois dans le sud. On a fini par trouver des brokers qui sont très peu connus. Tu sais, notre rhum, tu sais, je veux pas dire que c'est pas le meilleur, mais ça reste un gros rhum industriel, là. Ouais. Tu sais, c'est quasiment des raffineries, là, en fait, là. Fait que, on a des coûts de rhum qui sont vraiment abaissés, puis malheureusement, on a coupé sur le taux d'alcool. Fait qu'on est à 32 puis 35 sur nos produits. Fait qu'on n'est pas à 40%. Ensuite, on met moins de sucre. Fait que là, les gens, ben, il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment moins ça. On coupe un peu sur le sucre. Ça a l'air de rien, mais couper un petit 5 cents de sucre, c'est Ah ouais. ça. Après ça, ben, les colorants, on essaie d'éviter d'en mettre. Fait qu'on a des couleurs plus pâles, alors que certains vont aller ils vont mettre plus de colorants. On sauve 2 cents là, exemple. Là, on s'en vient avec un vissable en aluminium, on va sauver presque 20-25 cents. Euh, je te dirais, là, tu sais, c'est quand même poussé. Sinon, on a été dans du 700 aussi au lieu de 750. Ça, pourquoi on l'a fait? C'est pas nécessairement à base, c'était pour des coûts. C'était vraiment parce qu'on voyait que toute l'industrie s'en allait vers le 700. Fait que là, on s'est dit, ben, on, on le fait tout de suite de rentrer dans le 700, tu sais, parce que puis notre bouteille à la base aussi était quand même un peu lourde. Fait que là, la SAQ veut des verres allégés avec des normes qui s'en viennent toujours plus basses. On a même pensé la faire en plastique, en fait, Oh my pour God. te laver. Fait que, puis c'est encore dans les plans. Fait que, tu sais, c'est tout ça, là. Fait qu'on, tout ensemble, on a réussi à comprimer, mais évidemment, ça fait des marges qui sont plus basses, pareil, là, dans tous les cas, mais on réussit à atténuer cet effet-là, pareil, là. OK, nous autres, on avait parlé avec Bacardi, nous autres, puis on avait parlé du côté, le lancement de la canette. Puis c'est sûr, Ouais, quand j'ai vu votre drink à vous autres, tu sais, on avait eu quelques canettes des Kraken ou Sailor Jerry. Est-ce qu'on ouais. voyait ça? Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que c'est un plan à long terme? Est-ce que vous allez lancer comme Diageo, vous lancez dans les bouteilles sans alcool, tout ça? Est-ce que c'est un marché que ça vous tente? La canette, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut que ça en vienne un jour. Mais est-ce que vous autres, à long terme, vous pensez à la sans alcool, comme c'est ce qu'ils font les grosses compagnies, la canette, puis peut-être aussi le RTD en petite canette pour des drinks déjà faits? On essaie Ouais, d'être avant-gardiste aussi un peu là-dedans. ouais. Est-ce que ça va être la canette ou autre chose? Ça va être pétillant, mais ça va être pétillant, mais on peut pas le dire, mais ça va être Ah ouais, pétillant. le fait, c'est sûr, ça vient. Ouais, ça s'en vient. Fait que ça va être pétillant. Ça va être encore une fois abordable, puis ça va être quelque chose qui n'existe pas. Fait que, puis le contenant aussi quelque chose de nouveau. La canette, c'est bien. La canette, c'est bien. Les gens ne remarquent pas vraiment que ça coûte quand même pas mal plus cher que juste Ouais. acheter ta bouteille puis tu sais, de te Faire pogner, ton mix toi-même. faire ton mix toi-même à la maison. Dans les faits, ça revient quasiment au double ou au triple du prix là, en termes d'alcool, là. C'est sûr, quand tu t'en vas à l'extérieur, c'est plus pratique, là. Je comprends que les gens veulent juste se débarrasser de cette tâche-là. Mais on s'en vient à quelque chose qui va être une proposition pour ce genre de besoin-là. On essaie tu sais, vu qu'on a quelqu'un avec nous qui est, tu sais, dans la compagnie, qui est fort sur les packaging, tu sais, il voit les tendances, il voit les choses arriver. Ils ont des équipes qui travaillent là-dessus à développer des nouveaux contenants dans des nouvelles matières. Fait qu'on va embarquer dans la vague, puis je pense que ça va être plus écologique, plus économique, puis plus pratique pour tout le monde, là.
Est-ce que vous pensez un petit peu le côté cocktail un peu comme l'amour liquide? Est-ce que ça en vient comme ça? Je sais qu'il y a beaucoup d'hôtels, puis de compagnies de train, puis des compagnies d'aviation qui tentent d'aller dans ce coin-là, tu sais, parce que, comme tu dis, la facilité des drinks, même dans les bars où on peut pas, tu sais, il n'y a pas tout le monde quelqu'un qui se fait un bon gin tonic, mais tu sais, avoir des drinks déjà prêts à l'avance. Ouais, c'est sûr qu'on va rester dans des classiques, en fait, mais c'est le classique, mais sinon, c'est le contenant qui va être différent. Mais effectivement, nous, on va aller dans des classiques, là. On n'essaie pas de réinventer. Puis, tu sais, sans vouloir dire qu'on veut pas aller dans des trucs qui sont québécois, tu sais, moi, tu sais, faire un rhum boréal ou ce genre de choses-là, malheureusement, on reste dans les classiques. Fait que les gens, tu sais, ils veulent de l'ananas, ils veulent du gingembre, tu sais, ils veulent des trucs. On reste dans la base des gens. On n'essaie pas de, ouais, on essaie pas trop de réinventer les choses. Ben, vous avez coconut érable, déjà, c'est très, très québécois, déjà. Oui, je suis d'accord, mais il y a du coconut, par contre. Ouais, Tu sais, ouais, tu ouais. comprends? Puis, tu Et sais, avec, le coconut, on l'a spoté, ça fait longtemps. Tu sais, moi, je me promenais dans les épiceries, puis, tu sais, les whippets coconut, les yoplait coconut. Le hype, on Tu le sais, voyait, c'est là. ça. Puis, tu sais, la couleur de la bouteille est clairement, c'est la couleur qui est associée au coconut parce que si tu vas à l'épicerie et tu regardes ce qui est au coconut, tu vas avoir ce bleu-là, là, puis exactement ce bleu-là sur le packaging, c'est sûr et certain, là. Puis on est quand même, on est très proactif aussi dans les activités, bon, les festivals, tout ça. On a fait beaucoup d'événements. On a inventé aussi des cocktails avec nos produits, avec les rhums arrangés. Fait que c'est pas exclu aussi bon, sans dire on réinvente, mais Ouais. des nouveaux cocktails avec des nouveaux noms. Si on voit qu'il y a un marché pour ça, c'est certain qu'on va peut-être y aller de l'avant. C'est sûr qu'un marché comme ça, moi, quand il y a du monde qui font des drinks chez nous qui m'ont parlé de ça. Est-ce qu'il y a, est-ce que ça vous tente d'aller à l'extérieur du Québec ou pour l'instant, c'est un marché Saveur qu'on a, québécois? Il n'est pas encore développé assez c'est une pour ça, couleur vous du autres? Québec. Fait qu'on après ça, ben, il y a pas de matière laitière à l'intérieur, c'est vraiment de l'huile de coco, là. Donc, la matière grasse, c'est vraiment le coconut, là. Fait que ça fait qu'elle est sans lactose elle est sans lactose totalement. Après ça, l'acidité, il est quand même, comment je te dirais, il est prévu pour être mélangé avec du jus d'ananas ou même quelque chose de plus acide encore, puis il va résister il caillera pas, en fait, ce qu'une crème laitière va faire. Fait que nous, c'est important de pouvoir le mixer avec du jus d'ananas, là. Fait que c'est ça le concept un peu du produit, là. Fait Est-ce que, qu'avec du jus d'ananas, c'est un must, là. Ça fait un bon pina colada, pas trop fort en alcool. hein? Les gens l'apprécient vraiment. C'est vraiment simple à faire. Tu mets de la crème, tu mets du jus. Ben, en fait, tu mets du jus en premier, idéalement, là. Ouais. Ouais. Jus, crème, glace, tu shakes ça, puis tu as un pina colada faible en alcool. C'est vraiment Ouais. Tu peux même Est-ce juste que le vous boire. pensez aller à l'extérieur du Québec pour l'instant? Est-ce qu'il y a quelque chose à long terme, Ouais, c'est des plans? c'est quelque chose qu'on aimerait. Bon, faut être Il y a prophète des en idées. notre pays avant, là, idéalement, là, tu sais, d'avoir, tu sais, d'asseoir une base ici de vente. Puis ensuite de ça, peut-être penser à regarder pour d'autres marchés. Mais là, tu sais, faut que tu développes un canal de distribution. Tu sais, des fois, c'est quand même du travail, ça aussi. Ouais. Regarder les marges aussi qui nous restent en faisant ça. Mais c'est pas exclu, non. Là. Mais pour tout de suite, on se concentre ici. Tu sais, on est deux vraiment proactifs dans. Tu sais, on est juste deux, en fait. On est trois, mais vraiment, tu sais, axé sur la production, développement de produits, tout ça, on est toutes les deux. Fait que c'est sûr que ça demande beaucoup de temps présentement au travail et tout le reste. Là. Fait que, mais oui, ça serait d'un plan là, moyen terme, disons. Là. Vous autres, vous êtes dans l'industrie, tout ça fait longtemps. Vous êtes longtemps dans l'industrie déjà, avec Mariana et tout ça. Qu'est-ce que vous voyez à venir dans longtemps, c'est dans votre industrie à toi du rhum au Québec? Est-ce que tu vois une clientèle qu'il faut éduquer beaucoup? Est-ce qu'il y a une clientèle, bien sûr, il y a une clientèle qui voyage, comme tu disais, c'est la beauté du seul monde voyage, puis ils veulent boire les affaires d'ici, tout ça, puis bien sûr d'ailleurs. Mais comment vous voyez l'industrie en soi ici pour quelqu'un qui soit tenté de se lancer avec un peu comme vos drinks ou penser à de l'industrie du rhum, tout ça? Comment vous voyez ça? Ben, je vais te l'avouer, là. Moi, je crois vraiment à la tendance de diminution de consommation d'alcool, puis on la remarque, là, c'est une tendance qui est mondiale, là, c'est pas juste au Québec, au Canada. On n'ira pas dans le sans-alcool, ça, c'est sûr et certain que c'est pas notre modèle d'affaires, puis je pense qu'il faut faire des choix d'affaires, là, faut pas s'éparpiller non plus, parce qu'en s'éparpillant,
finalement, on perd la tête, on perd les objectifs de vue. Mhm. Nous, on pense qu'il va y avoir quand même une grande diminution de la consommation de l'alcool, puis de façon assez majeure, en fait, qui va faire en sorte que les détaillants vont être vraiment très impactés. Là. Ben, on le voit tout de suite, la SAQ, en volume, là, c'est drastique. Là. Si ça se passe de même encore 4-5 ans, là, en tout cas, bref, il y a des diminutions de 4 en volume d'année en année. Là. Ça semble vouloir augmenter en plus. Là. C'est quand même assez inquiétant. Nous, on se positionne premier prix pour pouvoir assurer une base puis s'assurer une place malgré cette décroissance-là du marché. Puis aussi une place aussi au cas où justement que le réseau de distribution change là, au Québec. Là. Parce que c'est quand même pas exclu. Là. On voit quand même que là, actuellement, la SAQ maintient ses revenus en augmentant les prix, en diminuant les marges des fournisseurs, mais ça ne sera pas éternel. Là. Fait que, un jour, la diminution les baisses de volume vendues vont être réelles. Ça va impacter les détaillants, que ce soit la SAQ, même les épiceries, les dépanneurs. Puis on veut avoir une place dans ces places-là si jamais ça change. Fait qu'on se positionne comme un brand facile, facilement reconnaissable, que ça soit vu à la SAQ, que ce soit vu dans un dépanneur ou dans une épicerie ou chez Costco ou chez Couche-Tard. On se positionne pour rester là dans le temps. Là. Chez Costco, ça serait intéressant de voir ça chez Costco. Hein. Ben, ça serait très intéressant. Là. Il y a des enjeux autant. Tu sais, on a des amis qui sont dans notre industrie, puis tu sais, c'est la relation avec le fournisseur, c'est-à-dire avec la personne qui achète tes produits, c'est toujours un enjeu. Là. Fait que, tu sais, faut que tu te battes, faut que tu aies contact, tu sais, ça se fait pas tout seul. Ben, c'est ça, c'est du travail. On était au courant de ça, on le savait. Puis, ben, c'est ça, comme Jonathan dit, il faut s'adapter. Si jamais ça change, ben, on va être prêt, on va être là. C'est Excellent. sûr, parce qu'on a une bonne relation avec la SAQ, puis ça va bien avec la SAQ, mais tu sais, il faut toujours prévoir si jamais, tu sais, on le sait pas, là, tu sais, faut pas prendre les choses pour acquis, fait que nous, on se voit là longtemps dans le marché, fait que faut être adaptatif, puis nos produits, il faut qu'ils soient créés en fonction un peu de ça, là, tu sais, parce que, tu sais, j'ai rien contre, excuse-moi, j'ai rien contre les produits nichés, mais je pense que la SAQ le permet, puis c'est bien. C'est vraiment une belle chose qu'il y ait des produits qui soient nichés. Mais c'est sûr que si jamais un jour, exemple, elle n'est plus là, je pense pas que Couche-Tard va vouloir avoir des jeans vieillis tu Non, sais, non. 65 il va vraiment avoir un portfolio plus restreint de produits. Puis ça, on aimerait ça, tu sais, nos rhums arrangés en font partie, entre autres, mais on peut pas tout mettre nos œufs dans le même panier. Là. Ça prend des produits qui sont plus de nature commerciale, on va dire. Là. Mais c'est ça que j'aime de vous autres. Vous êtes vraiment, et il y a un côté de garder la tradition du rhum, mais avoir votre expérience, vous avez vraiment pensé le côté business. Il y a beaucoup de monde qui reste trop pogné avec leur tradition puis ils veulent pas penser que à la fin de la journée, t'es là pour tes clients, tu sais. Ben ouais, tes clients qui ont un portefeuille, ils ont de l'argent, ils ont X dollars. En réalité, là, tu sais, les gens en ont moins d'argent ces temps-ci, puis tu sais, on le vit tous, là, moi le premier. Tu sais, on va à l'épicerie, tout augmente, tout augmente. Nous, c'est une façon en même temps de combattre cette tendance inflationniste-là, de combattre ça. En offrant des produits premier prix. Ça fait 2 fois qu'on absorbe la majoration de la SEQ dans nos marges propres. Là, tu sais, on n'a pas augmenté notre produit rhum coco, ça fait 2 fois qu'on ne l'augmente pas. Tu sais, fait que tout ça, ben, comme on dit, si les gens sont là, s'ils nous encouragent, s'ils achètent nos produits, ben, c'est certain qu'on va réussir, mais faut que ça passe par là absolument. Faut que ça passe aussi par une collaboration avec les SEQ au maximum. Euh, Puis c'est certain que l'avenir va être pour nous autres, là. Mais tu sais, sans ça, c'est plus difficile, c'est certain, là. Excellent. Ben, écoute, Jonathan puis Yves, merci beaucoup pour votre temps. Moi, convaincu, je m'en vais tout de suite à l'SAQ acheter les 4 bouteilles, tout de suite. Je m'en vais Yes. tout de suite, cool, Ben, acheter ça. Écoute, comme je dis, quand je vous ai trouvé, puis j'étais content de savoir que c'était ici, puis j'avais goûté à vos affaires, j'ai trouvé que c'était délicieux. Puis, tu sais, merci. c'était étrange de boire le 3 îles cacao vanille avec le petit chocolat
en bas, hein, Ouais. c'était comme, OK, Ouais. c'était ça. Est-ce qu'on Ben, va c'est vous, le est-ce fun qu'on va parce vous que quand avoir tu cet bois, été? tu vois la gousse de vanille qui apparaît aussi, tu sais, à fur et à mesure. La gousse, on la voit pas vraiment, le liquide est trop foncé, mais la gousse apparaît à fur et à mesure que tu le bois. Fait que c'est spécial ça goûte quand même, c'est amer, là, ça goûte le cacao, là, tu sais. Ouais. Ça fait un rum and coke formidable, là. Euh, mais, Mais c'est ça qui démarque ces produits-là, en fait. C'est des produits évolutifs dans le temps. C'est des trucs, disons, le cacao, tu sais, l'acidité, l'amertume, c'est des caractéristiques que tu ne retrouveras pas en aromatisant un rhum, là. Fait Vraiment que pas. c'est la grosse richesse que ça apporte. C'est juste les gens ne sont pas habitués au Québec d'avoir ce feeling-là, tu sais, de l'acidité, beaucoup d'amertume. Bon, ils vont compenser ça des fois avec en ajoutant un peu de sucre, sirop simple, sirop d'érable, peu importe. Mais tu sais, au final, ça fait quelque chose de vraiment qui se démarque de ce qu'il y a sur le marché, là. C'est juste que c'est ça, on n'est peut-être pas rendu là encore au Québec. En tout cas, l'avenir va nous le dire, mais nous autres, on adore ça toutes les deux, là. Ben, écoute, l'éducation, c'est tout le temps comme ça, dans n'importe quel drink qu'on amène, tu sais. C'est différent, c'est sûr que ça amène, mais tu sais, la beauté de ça, il y a plus de monde qui voyage, il y a plus de monde d'immigrants qui arrivent ici, qui ont découvert des produits comme ça. Je pense que ça va être intéressant. On a une grosse adhésion justement des gens qui arrivent d'ailleurs, là. Il y en a beaucoup qui aiment nos produits, tu sais, on a des contacts aussi qu'on peut trouver ces produits-là. Moi, j'ai des amis du Burkina Faso, toute la communauté là, adore nos produits. Ils pensent même de nous emmener là-bas, là. Fait qu'essayer de faire nous ouvrir un canal de distribution là. Euh, donc, c'est ça, oui, il y a beaucoup d'adhésion de ces peuples-là, là. Ouais. Moi, je vois beaucoup vos produits dans les boutiques, hôtels. Ça, c'est la nouvelle la mode, c'est les boutiques hôtels, les mini-hôtels où tu payes 400 pièces par jour, une affaire comme ça, ouais. Tu sais, moi, je vois votre drink dans les affaires comme ça souvent. Souvent, quand je vois des boutiques hôtels où je suis invité, je vois ces affaires-là, des nouveaux drinks, des nouvelles façons de préparer ça. Je suis un grand fan de Monaco Magazine, so je lis beaucoup ce qui se passe dans les drinks, tout ça. C'est vraiment bon. Écoute, merci beaucoup à vous deux d'avoir pris votre temps. J'ai beaucoup de questions, mais plus de marketing, il faut que j'y pense plus dans ma tête. Cet été, est-ce qu'on va vous voir de plus en plus à travers les festivals, tout ça? Ben oui, effectivement. Là, tu sais, on essaie on en prend plus l'été, on en prend plus autour de Noël. Fait qu'on se laisse 2 périodes mortes dans l'année où on gère plus nos trucs familiales pis ces choses-là. Fait que là, le petit push s'en vient là, pour l'été. On est dans 8 ou 10 festivals cet été quand même. Lesquels? Lesquels vous avez des noms qu'on peut se mettre en. Ouais, on a Spirituo, Ah ouais? on a aussi le Festival des bières d'Alma, Festival des bières de Chicoutimi. On est beaucoup ça. Les délices d'automne à Trois-Rivières. On est aussi au parc de l'île Saint-Quentin, qui est comme le plus beau parc là, de Trois-Rivières. Il me semble qu'on est aussi à Laval. Fait que, tu sais, Puis on va faire un lancement aussi, on va en profiter. Le 28 juin, on invite tous les gens, même de l'extérieur de Trois-Rivières, à venir nous voir. On fait un petit happening avec le lancement de notre nouveau produit Rhum Cannelle. Nice. Donc, deux bandes à l'affiche. Après ça, la michoui, de la bouffe, des trucs pour les enfants. Fait que c'est vraiment une fête familiale, c'est Ouais, festif. ouais. On fait des cocktails, on offre ça gratuitement. Est-ce Il y a qu'on une met tout ça en ligne pour être sûr qu'on mette un lien là-dessus? Ouais, Ouais. sur Facebook, le lien est là. Les gens peuvent acheter les billets directement à cet endroit-là. Il n'y a pas de frais pour 12 ans et moins. Là, c'est ça, il nous reste à vérifier pour les ados. Là. On va avoir un petit frais pour ça, mais sinon, c'est 60 ça inclut une bouteille, l'accès au jeu, bon, à tout ce qu'il y a comme activité. La bouffe, ouais, il y a un étang de pêche, il y a des jeux gonflables. En tout cas, c'est bien le fun. Si on a du soleil, là, l'année passée, on l'a fait, on était 200 personnes. Quand même. Là, on va peut-être être 300-400, je dirais. Là. Ben, écoute, on a bien hâte à ça. Mais écoute, merci beaucoup à vous deux. Bien hâte de vous rencontrer live un de ces jours parce que à chaque fois que je vais à Trois-Rivières, je passe vite à Trois-Rivières. Ouais, on ira dans une pinte ou chez Mariana, justement, avec Philippe. Dis-nous-les, puis on collera la shot avec Philippe, puis on ira prendre un verre chez eux. Là. Ouais, mais j'ai quand même feeling si je vais chez vous, il faut que je reste à Trois-Rivières parce que je pense que ça va finir assez hardcore, je pense. Ben ouais, puis tu sais, tu pourras coucher chez nous si tu veux. Moi, c'est tranquille. Là. Moi, je suis un petit peu en périphérie. Là. Je suis un petit village à côté, là, ça s'appelle Batiscan, mais
On peut s'organiser, là. Fait que si tu fais une petite tournée, on ira faire Mariana, le temps d'une pinte avec Sébastien Bourassa, puis tout, on va s'amuser. Ben, excellent. Ben, merci beaucoup à vous deux. Merci pour l'invitation. Et So, longue vie à ton podcast, mon ami. Ouais. hein? Longue vie à ton podcast. Oui, moi aussi. On était à plus qu'à... Ça revient à 500 dans pas long, ça. J'ai hâte à 500, disons. So, merci C'est beaucoup. bon. Yes, Merci à on tout- va. Au revoir. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. J'espère que vous allez bien. Si vous avez des questions, leonardo@bannerman.com. Et bien sûr, l'invitation de la Ronnerie Grand Charbon, d'aller les voir le 28 juin. Tu peux avoir plein de drinks, plein de bouffe, plein d'affaires. Et comme vous savez, de plus en plus, Baron Mag, on grossit tranquillement notre magazine, puis notre site. On s'en va dans les maritimes dans pas long, on peut le dire. On s'en vient avec une infolette dans pas long. Une tournée qui s'en vient de tatouage, de tatou, de podcast et de bière. Puis bien sûr, on est partout. Tranquillement, cet été, on s'en vient. On veut s'amuser cet été malgré tous les défis qui existent. Comme vous voyez, une romerie comme Grand Charbon qui existe. Il y a plein de nouveautés de bière qui s'en viennent. J'ai quelques affaires que j'ai su il n'y a pas longtemps, des nouveaux produits qui s'en viennent intéressants au bout. Puis bien sûr, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel. Et bien sûr, ce podcast est commandité par Can Management et Keg Management. Et si vous avez des questions, contactez-moi. Merci beaucoup et à la prochaine.